plus dans le monde unipolaire, hein, donc les États-Unis ne sont plus la seule puissance. Donc il faut composer avec cela. Longtemps unipolaire quand les États-Unis étaient les gendarmes de la planète, le monde est devenu multipolaire. Un nouvel espace géopolitique a émergé, le Sud global, une vaste zone aux contours fluctuants qui réunit des pays exclus de la gouvernance internationale. Pour en parler en public, j'ai convié Aude Darnall à la Gaîté Lyrique. Chercheuse et chef de projet au Stimson Center, un think tank américain, Aude Darnall dirige une plateforme dédiée aux perspectives géostratégiques des pays du Sud global. Elle a expliqué pourquoi ces pays se sentent marginalisés et veulent réviser un ordre international dominé par les Américains et les Européens. On les renvoie encore à ce rôle de pion. Hein, on les place. Ce ne sont pas les pions des États-Unis, ce sont les pions des Chinois, ce sont les pions des Russes, ce sont les pions des Européens. Pour elle, l'Europe est dans l'œil du cyclone. Aude Darnall, bienvenue. Bonjour Nora, merci beaucoup. Bienvenue dans l'œil du cyclone. Alors, dans un texte que vous avez publié pour le dernier volume de la revue Grand Continent, chez Gallimard, Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections, vous expliquez que le Sud global, c'est une notion contestée en raison de sa diversité. Ça recouvre pourtant, selon vous, une réalité avec laquelle les grandes puissances doivent désormais composer. Alors, expliquez-nous, c'est quoi ce Sud global ? Le concept du Sud global, quand on lit un peu la littérature, on le retrouve à la fin des années 90, début des années 2000. Et c'est un concept qui déjà vient lui-même du concept du Sud, qui est encore plus vieux. Dans la deuxième partie du XXe siècle, on a cette question donc du Sud et du Nord dans la question dans le contexte international. Alors les médias ont beaucoup parlé de la commission Brent, le chancelier allemand qui avait tracé cette ligne et qui faisait la démarcation entre ce Nord et ce Sud, et où en fait il posait l'idée que au Nord donc de cette ligne il y avait les pays développés et au Sud, les pays en développement et donc moins riches. Et finalement, ce concept du Sud, dans les années fin 90, a été un peu critiqué par certains académiciens parce qu'ils critiquaient le fait que finalement, on ne parlait pas des problématiques qui expliquaient les challenges auxquels ces pays faisaient face, notamment la question du néocolonialisme, de l'impérialisme, des inégalités de pouvoir, des inéquités de pouvoir dans le système international. Et donc, ils ont voulu avoir un concept donc, du Sud global qui allait plus loin que ce concept du Sud, au-delà vraiment de ce cadre dit de pays en développement. Mais alors, de qui on parle de manière très concrète quand vous nous dites qu'on parle du Sud, des Suds, puis du Sud global? Alors, finalement, quand on regarde le concept du Sud global, il ne faut pas vraiment le voir comme un groupe figé ou un bloc, comme on l'a souvent entendu, mais c'est un concept qui est fluctuant. Et finalement, quand on regarde ce qui caractérise tous ces pays, on n'est pas non plus uniquement dans une approche dite de développement ou de facteurs économiques, on est vraiment dans une approche géopolitique et géostratégique. Et il y a cette idée que tous ces pays, finalement, n'ont pas pu bénéficier des dividendes de la globalisation notamment, qui sont marginalisés des systèmes de gouvernance internationale et donc qui portent ces questions de réforme pour plus d'équité et d'égalité au sein de la gouvernance mondiale. Les revendications de réforme ou les inégalités ne sont pas nouvelles. On les voit quand on a eu notamment les mouvements de décolonisation avec le mouvement des non-alignés, la conférence de Bandung en 1955, le nouvel ordre économique international. Donc on voit qu'il y a eu des séries de mouvements plus ou moins institutionnalisés qui ont existé au travers du XXe siècle et notamment à la fin du XXe siècle. Et on voit bien que ces questions d'inégalité existaient dès le départ. Et pour cause, les organisations internationales ont été créées à un moment donné où la majeure partie de ces pays n'existaient pas, puisqu'ils étaient encore colonisés. Et donc, de facto, on se retrouve avec un système international qui ne rend pas compte des réalités, déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui. Par exemple, est-ce que vous mettez des pays comme l'Inde, comme
la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui sont quand même des grandes puissances. Est-ce qu'on peut partir du principe que ces pays font partie du Sud? Est-ce que c'est lié à la puissance économique, géostratégique? Comment on définit qu'un pays est du Sud global ou pas? Alors, dire que l'Inde et le Brésil et l'Afrique du Sud sont des grandes puissances, au même titre que les États-Unis, je pense qu'il y a du débat là-dessus. La Chine, en revanche, je ne la considère pas comme un pays du Sud, notamment parce qu'elle a accès, par exemple, elle est inclue dans les systèmes de gouvernance globale. Mais effectivement, ce n'est pas uniquement une question économique. Il s'agit d'avoir un rôle, en tout cas, dans les systèmes de gouvernance. Il s'agit d'avoir accès, pas seulement uniquement en termes de représentation, mais également d'avoir son mot à dire dans le développement des politiques. Et ces pays, finalement, ils font face à des problématiques très similaires, comme par exemple l'accès aux financements internationaux, la question de la dette internationale. Ces pays sont exclus des systèmes de gouvernance. Diriez-vous que c'est un héritage des impérialismes et du colonialisme? Écoutez, c'est un héritage de l'histoire, ça c'est clair, ouais. Puisque comme j'ai dit plus tôt, ces institutions étaient créées à un moment donné où ces pays n'existaient pas. Donc, à partir du moment où on fonctionne avec une structure qui a été créée au moment où ces pays n'existaient pas, de facto, ils sont marginalisés, ils sont exclus. On sait effectivement que ces institutions ne sont plus adaptées. Maintenant, sommes-nous capables de les réformer? Sommes-nous capables de les transformer? Là est la véritable question. Mais pour autant, il y a eu des institutions qui ont représenté ces pays qualifiés en voie de développement pendant longtemps. Je pense notamment aux BRICS. Ils ont été en capacité de s'organiser, de faire en sorte déjà au moins de se parler. Vous diriez que c'est insuffisant? Alors, dans le cas du BRICS en particulier, le BRICS, c'est un petit groupe, ça reste un petit club de pays. Aujourd'hui, avec le BRICS+, on est à 9 membres. Initialement, Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique. Cette plateforme, avec une concentration plutôt économique, qui aujourd'hui se présente comme une plateforme permettant d'avancer la question des réformes. Dans le BRICS, il y a la Russie et la Chine, qui, eux, ne sont pas des pays du Sud, et donc il y a eu aussi pas mal d'amalgames avec, d'un côté, le groupe et le concept du Sud, qui, je pense, il est important de dire clairement que ce sont deux choses bien différentes. Et le BRICS ne représente pas le groupe. Mais là-dedans, ce que j'entends aussi, c'est que sur un plan géopolitique, géostratégique, les intérêts de ces pays du Sud global, leurs stratégies aussi sont différentes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de lissage au vu des enjeux auxquels ils doivent chacun faire face que de les catégoriser de la sorte? Par définition, le concept du Sud global n'a jamais signifié qu'il s'agissait d'un groupe homogène de pays. Il n'a jamais été question de dire que tous ces pays ont les mêmes contextes économiques, politiques, sécuritaires ou autres. Cependant, effectivement, ils ont des intérêts similaires. Mais je veux dire, cette hétérogénéité, on la trouve également en Occident, en Europe. On le sait bien avec les différents indicateurs, que ce soit en termes de budget militaire, que ce soit en termes de population, ou même en matière de politique. On voit bien qu'il y a des dissensions en Europe sur des questions très pragmatiques, comme la réponse vis-à-vis de la Russie, ou même la question de l'OTAN. Donc l'hétérogénéité, je veux dire, elle fait partie de la politique internationale. Ça ne signifie pas cependant qu'il n'y a pas d'intérêts similaires et communs. Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de coopération. Il y a des alliances de circonstances, donc. Alors, bien sûr, mais comme partout. Il faudra de la coopération. Justement, dans ce cadre-là, Aude Darnal, vous dites que ce concept de Sud global permet de dépasser l'idée de pays en voie de développement, qu'on a très longtemps connu. Pourquoi est-ce que cette notion, selon vous, de pays en voie de développement est problématique ? Dans le secteur du développement, il est critiqué, notamment parce qu'il place ces pays comme des territoires de crise, finalement. Ce sont des territoires qui, on peut même se demander, ont-ils des intérêts nationaux? En tout cas, voilà, c'est une approche un peu condescendante, voire paternaliste, de pays qu'on doit aider. Assister, exactement. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, effectivement, je trouve que c'est un concept qui ne permet pas de rendre compte, encore une fois, de ces dynamiques géopolitiques et de donner à ces pays le rôle qu'ils ont à jouer. Dans ces logiques partenariales. Et c'est pour ça qu'ils demandent une réforme de la gouvernance mondiale, quand on sait que Banque mondiale,
Fonds monétaire international, ce sont des institutions qui ont été des instruments de ces politiques de développement. Exactement, et qui aujourd'hui restent dominés par les pays occidentaux. Le FMI, traditionnellement, ce sont les Européens qui choisissent le leadership. La Banque mondiale, ce sont traditionnellement les États-Unis. Et on voit bien... Est-ce que c'est pas logique, puisque ce sont les bailleurs? Alors écoutez, s'il faut parler de cette question, le problème, c'est que quand on a des institutions qui ne sont... dont les politiques ne sont développées, menées que par une poignée restreinte de pays, cela signifie que, de facto, ces politiques ne peuvent pas être adaptées, puisque la prise en compte des contextes, la prise en compte des connaissances également, des expériences, des expertises, des spécificités de chaque pays, des cultures, des identités, ne peuvent pas être prises en compte au stade où elles le pourraient s'il y avait plus de diversité de représentation. La question de la représentation, encore une fois, il ne s'agit pas uniquement de parler du board de ces institutions, ça passe également par les techniciens. Donc finalement, et on la retrouve même en dehors des organisations multilatérales, même au sein des think tanks, des institutions de recherche comme celle dont je fais partie, cette question de représentation est également importante. Il s'agit d'aller voir ailleurs ce qui se fait et quelles sont les solutions que ces pays développent et pensent pour eux-mêmes. Vous-même, vous avez travaillé dans le secteur du développement. Qu'est-ce que vous y avez vu, justement? Alors, écoutez, on a traditionnellement des ONG, par exemple, des ONG internationales, qui ont des programmes dans des pays donc dits en développement, avec donc des modèles qui sont aussi préparés dans les capitales occidentales et sont exécutés dans les pays. Mais malheureusement, dans les faits, on est loin du compte. Si on doit parler de chiffres, en 2022, c'est moins de 2% de l'aide humanitaire internationale qui était directement donnée aux acteurs locaux. Moins de 2%. Je crois qu'on était à 1,2%. C'est ridicule. C'est absolument... c'est négligeable. Il y a un peu ce que j'appelle un peu une économie de l'aide internationale où finalement les volumes financiers quittent donc les bailleurs et par le cheminement retournent aux bailleurs. Mais concrètement, pardon, comment est-ce que l'argent du bailleur peut retourner aux bailleurs ? Alors, c'est une grosse machine, hein. C'est un peu l'économie de l'aide internationale. On parle de milliards de dollars avec des acteurs à la fois des bailleurs, des ONG, des compagnies privées. Il y a également tout le monde de la consultance. Donc, c'est véritablement une économie. Il y a certaines ONG qui font mieux que d'autres, hein, mais une partie du staff qui sera international avec des salaires également très mirobolants par rapport aux salaires des employés locaux. Le programme est pensé depuis l'étranger, avec des étrangers, sans inclure les locaux, avec des consultants ou des opérationnels qui ne sont pas du terrain, et à la fin, très peu finit par arriver en fait aux populations qu'on est censé aider. Malheureusement, c'est souvent le cas, oui. Dans les faits, on continue encore une fois à avoir des barrières en ce qui concerne l'inclusion et la participation dès le départ de A à Z des personnes impactées par les programmes. Et ensuite, on a un problème de durabilité. Est-ce que les activités mises en place continuent une fois que le programme de l'ONG est terminé? Bien souvent, malheureusement, sur le long terme, cela ne continue pas. Et donc, l'impact également est réduit dans le temps. Aude Darnall, je vais vous poser la question de manière directe. Est-ce que vous estimez qu'il y a une part de racisme aussi ou de logique post-coloniale dans ces organisations ? Alors, je pense que il y a clairement des dynamiques de racisme et il y a de la littérature là-dessus. Il y a clairement des systèmes qui continuent d'être, qui sont toujours existants et qu'il faut casser. Et pour moi, ça passe encore une fois par plus de représentation. Ça passe par le partage d'accès à ces rôles de leadership, ces rôles décisionnels. Et malheureusement, je pense que tant qu'on n'aura pas dépassé ces clivages et ces relents effectivement impérialistes et néocoloniaux, on ne pourra pas aller vers des systèmes qui véritablement permettent de répondre aux challenges que auxquels ces pays font face. Mmh. Et justement, est-ce que selon vous, il est possible d'imaginer de nouvelles coopérations, de nouvelles alliances entre ce Nord et ce Sud ? Oui, totalement, mais c'est là bien l'enjeu, en fait. Comment ? Alors, comment, encore une fois, accepter de partager le pouvoir ? Je pense que c'est une première démarche.
Voilà, la question de la crise du climat ne peut pas être réglée. La question du développement économique ne peut pas être réglée par une poignée d'acteurs. Donc, la coopération, dans tous les cas, elle doit être au centre de ces dynamiques. Repenser une forme de multilatéralisme réel. Exactement. Et je pense que c'est là où il y a un peu de... je dirais même un peu d'hypocrisie dans les débats autour de cette question de la réforme. C'est qu'il y a cette idée qu'il n'y a pas de proposition. Et puis finalement, même quand il y a des propositions, en fait, on se rend compte qu'il y a un mur. On les discute pas. Voilà, on se rend compte bien qu'il y a un mur. La question par exemple, du vote, donc dans les quotas au sein du FMI, donc du vote et donc du pouvoir dans les instances décisionnelles, c'est quelque chose qui est gelé. C'est quelque chose qui est gelé, notamment parce que les États-Unis voient cette question comme une atteinte à ses intérêts stratégiques, parce que cela signifierait également que la Chine aurait plus de pouvoir dans ses institutions. Cette affirmation du Sud global, vous êtes bien d'accord que ça renvoie à la fin de l'hégémonie de l'Occident ? En tout cas, une redistribution des cartes, ça c'est sûr. Oui, effectivement, on est, comme je disais tout à l'heure, on n'est plus dans le monde unipolaire. Donc les États-Unis ne sont plus la seule puissance. Donc il faut composer avec cela. Pour moi, il y a deux choix. C'est soit on l'accepte et donc on s'adapte et on regarde comment développer des partenariats et de la coopération qui permet d'avoir des bénéfices pour tous. Soit on se bat contre, et à ce moment-là, on participe à la fragmentation et la division et au renforcement des lignes de division. Et ça, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt ni des États-Unis ou ni des pays de l'Europe, parce que finalement, on voit bien que cette question de multi-alignement où les pays refusent de choisir un partenaire ou un autre, ils vont continuer de la mettre en place, parce que tout simplement, c'est dans leur intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'instrumentalisation, au hasard par la Russie, au hasard par la Chine ou l'Inde, de cette perte d'hégémonie de l'Occident, de ce Sud global qui est en train de s'affirmer? Alors l'instrumentalisation, je dirais, elle est faite par tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation également par les États-Unis ou l'Europe? Donc oui, il y aura toujours de l'instrumentalisation, même dans le Sud. Même dans le Sud, vous avez mentionné l'Inde. L'Inde se pose comme le leader du Sud. Oui, de l'instrumentalisation, il y en aura par tous en fonction de leurs intérêts. Il y a encore une vision paternaliste quand on parle d'instrumentalisation. En fait, on les renvoie encore à ce rôle de pion. On les place. Donc, si ce ne sont pas les pions des États-Unis, ce sont les pions des Chinois, ce sont les pions des Russes, ce sont les pions des Européens. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment important de déconstruire ces présupposés et de regarder également, mais que décident ces gouvernements? Quand un gouvernement décide de passer un accord d'investissement, un accord de partenariat ou autre avec tel ou tel pays, il le fait dans son plein pouvoir décisionnel. Mais pour autant, la Chine a des velléités au travers de sa politique de route de la soie d'asseoir une forme d'hégémonie, que ce soit en Europe, en ayant racheté des territoires stratégiques, des ports notamment, que ce soit en Afrique. Est-ce que l'idée pour la Chine, c'est d'être le leader de ce Sud global? Est-ce que finalement ce Sud ne serait pas aujourd'hui aux prises avec une forme de néocolonialisme chinois? Alors, je ne suis pas une experte chinoise, donc je ne parlerai pas de la politique étrangère de la Chine. Cependant, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que pour beaucoup de ces pays qui, donc, encore une fois, cherchent des partenariats, la Chine est souvent le seul acteur. Les États-Unis se sont désintéressés de l'Amérique latine. En Afrique, les États-Unis ne sont pas particulièrement présents non plus. Et donc, pour beaucoup de ces pays, finalement, ils se sont tournés vers la Chine parce que simplement, il n'y avait personne de l'autre côté. Par défaut. Par défaut. Et donc, aujourd'hui, effectivement, la Chine est un acteur économique majeur pour bon nombre de ces pays. Ils investissent massivement. Ils investissent également massivement dans le secteur des minerais critiques, toujours dans ce contexte de la transition écologique. Et cela mène bien sûr des tensions, puisque de l'autre côté, on a notamment les Américains qui voient cela comme une menace à leurs intérêts stratégiques.
Finalement, la question néocolonialiste, je ne dirais pas qu'elle est propre aux Chinois. Est-ce que tous ne sont pas coupables de néocolonialisme? Tous. Tous. Toutes ces grandes puissances. Ouais. Toutes ces grandes puissances. Est-ce que finalement les États-Unis ne sont pas également coupables de néocolonialisme? Est-ce que les Européens ne sont pas coupables de néocolonialisme? L'exemple du climat, puisque c'est tellement, c'est le sujet du moment. La transition écologique nécessite des minerais critiques. On le sait. Les minerais critiques se trouvent massivement dans des pays du Sud. Alors, on a, par exemple, le nickel en Indonésie, on a le lithium en Argentine, au Chili, en Bolivie, le bauxite en Guinée. Pour les pays africains, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec des grandes puissances qui tentent de sécuriser les approvisionnements des matériaux critiques. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que finalement, alors qu'on parle de transition verte, en tout cas en anglais, cette transition, on se rend bien compte qu'elle n'est pas verte, puisque l'extraction des minerais critiques est extrêmement polluante. Elle a des conséquences extrêmement importantes pour les communautés qui sont souvent déplacées. Donc, il y a des questions de droits humains, il y a des questions d'environnement, d'écologie. Et puis, finalement, les dividendes économiques, les populations, bien souvent, ne les voient pas. Et l'Europe dans tout ça? L'Europe, ce troisième pôle de stabilité, n'est-ce pas, selon le président Macron, en tout cas, ce qu'il souhaiterait. Écoutez, l'Europe, justement, c'est quel rôle pour l'Union européenne dans cette réforme des organisations multilatérales. Le rôle de l'Union européenne est déterminé par ses compétences. Donc, l'UE n'est pas un membre ni du FMI ni de la Banque mondiale. Donc, en termes de réforme, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de lignes fortes pour elle d'agir. Cependant, au niveau des États membres, il y a une question. Sont-ils prêts à coopérer avec leurs partenaires du Sud pour faire avancer des points très concrets de réforme? Là est la question. Au niveau de l'UE, on voit également en termes de développement, et on parlait tout à l'heure de la localisation, est-ce qu'elle est prête à réformer son approche à l'aide internationale? Pour le moment, je n'ai pas encore de réponse. On verra aussi avec les élections ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une carte à jouer parce que l'Union européenne, via ses États membres, via son histoire, a des relations qui sont déjà établies avec les différentes régions du Sud. Il y a également, je pense, au niveau des États membres, une volonté, en tout cas, affichée, si ce n'est dans les discours, de pousser pour ces partenariats, pour pousser pour un système de gouvernance globale qui soit plus équitable. Maintenant, est-ce que cela se traduira par des actions fortes, notamment? Là est toute la question. Merci Aude Bernal. Merci Nora. Et c'est maintenant le temps de vos questions. Est-ce que vous pensez que les pays du Sud global vont utiliser la technologie verte pour continuer leur développement et donc être acteurs d'une transition énergétique et environnementale, ou vont-ils plutôt suivre un modèle plus polluant mais qui offre une croissance économique beaucoup plus forte? En ce qui concerne la transition écologique, la question c'est seront-ils capables d'utiliser cette transition écologique pour leur propre développement économique? Tout à l'heure, j'ai mentionné les minerais critiques. C'est une composante très importante, puisque avec les minerais critiques, on crée par exemple les batteries, les panneaux solaires, etc. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de ces pays produisent ces minerais critiques dans leur façon la plus brute. Donc, ils reçoivent des investissements, par exemple des Chinois, par exemple de l'Union européenne, des Américains, pour donc extraire la matière première. Et la matière première, ensuite, est exportée de façon brute. Et une fois exportée, elle est travaillée ailleurs. Et donc, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de ces pays mettent ou essaient de mettre en place des politiques pour pouvoir raffiner ou transformer le produit sur place et ensuite l'exporter. Mais c'est une problématique qui est extrêmement complexe parce qu'il faut les investissements et il faut donc que les investisseurs et donc les pays puissants acceptent également cela. Par exemple, l'Indonésie avait interdit l'exportation du nickel dans sa forme brute pour
booster le secteur industriel indonésien, l'Union européenne, du coup, a ouvert un cas à l'Organisation mondiale du commerce en argumentant qu'il s'agissait là que cette décision contrevenait le droit international du commerce. Ce sont des questions qui sont extrêmement complexes, mais en tout cas, cela demande bien sûr, encore une fois, de la coopération des pays riches, des pays qui ont ce pouvoir économique, et malheureusement, pour le moment, on y est encore loin. Allez-y. Moi, j'aimerais avoir votre retour sur le sommet l'an dernier sur repenser la finance mondiale, donc savoir où on en est maintenant. Alors, le sommet, c'est le sommet de Paris pour les peuples et la planète qui a eu lieu en juin 2023 et qui a donné le pacte pour les peuples et la planète. Donc, c'est un sommet qui a été organisé par le gouvernement français en coopération avec la Barbade, avec le gouvernement de Barbade, qui a lancé cette Bridgeton Initiative, l'initiative de Bridgeton, avec plusieurs propositions de réforme de l'architecture financière internationale pour donc discuter de cette question du financement climatique et notamment, par exemple, un des points, comment débloquer les financements pour les pays qui en ont le plus besoin, les pays les plus vulnérables, les pays du Sud. Et donc aujourd'hui, ce sommet s'est transformé en un pacte qui est aujourd'hui, je crois, signé par une cinquantaine de pays. Et donc cette plateforme a vocation à être utilisée par les différents pays signataires pour tenter de faire avancer les réformes en fonction de leurs contextes nationaux, en fonction de leurs spécificités. Donc, ils font beaucoup de sensibilisation. J'ai eu l'occasion de participer à l'un de leurs événements en marge des meetings du printemps du FMI de la Banque mondiale en avril. Je sais qu'il y a des groupes de travail qui existent. Selon les informations que j'ai, en tout cas, ils sont en train de mettre en place leur stratégie, d'essayer de renforcer leur partenariat. Mais je veux dire, tout est à faire par rapport à cela. Je voulais revenir sur l'Occident ou l'Europe et le poids, on va dire, démographique et économique qui sont aujourd'hui sans doute assez surévalués. Et du coup, je m'interroge sur combien de temps ça peut encore durer et quel est le rôle que notamment la Chine joue dans le fait de rééquilibrer les pouvoirs entre l'Europe, le Nord et le Sud. Alors, donc je suppose que vous parlez notamment du poids dans les instances multilatérales. Oui. Alors oui, si on doit faire le lien avec la Chine, très clairement, la Chine est en faveur d'une révision du pouvoir de vote au sein des institutions de Bretton Woods, tout simplement parce qu'elle serait gagnante, notamment par rapport à son poids économique. Et c'est effectivement un point qui aujourd'hui est considéré comme une zone rouge, notamment par les États-Unis. Quand on sait notamment que, à l'heure actuelle, compte tenu de la taille des investissements chinois, l'Europe ne peut pas concrètement rivaliser. Donc, si on ne peut pas rivaliser, est-ce qu'on peut trouver des cas concrets, des sujets concrets où on peut joindre les forces, sans vouloir être idéaliste, mais joindre les forces avec cet objectif de bien commun. À l'heure de la globalisation, où nous sommes interconnectés financièrement, économiquement, humainement, mais également en termes de crise climatique, en termes de crise sécuritaire. On parle de l'immigration, qui est un gros sujet en Europe. Ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Afrique, en Amérique latine, dans la Caraïbe, au Moyen-Orient, a des conséquences en Europe, a des conséquences aux États-Unis. C'est là, encore une fois, que l'Europe a un dé à jouer. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire ? Est-ce qu'il y a également une volonté politique de se dresser face aux États-Unis. Et compte tenu du partenariat très, très étroit qu'il y a entre les États-Unis et l'Union européenne et l'Europe, pour le moment, c'est pas nécessairement très clair. Merci Aude Darnall. Merci Nora. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous retrouver en replay et à l'envie sur le site arte.tv. On se retrouve très vite dans l'œil du cyclone. Tchuss.